Bien, écoutez, je pense que tout le monde est là, donc nous allons pouvoir commencer le Conseil communautaire, dont le point le plus important sera la présentation du budget primitif 2021, et un second point qui sera le vote des taux des ménages. Auparavant, je voulais avoir un mot particulier pour tous les viticulteurs de notre territoire qui ont été, pour certains, sévèrement touchés par le gel. Je vous rappelle que sur nos 24 communes, 22 sont des communes viticoles et nous comptons près de 200 viticulteurs sur notre territoire. Voilà, c'est qu'un soutien moral, mais enfin, c'est un soutien. Les arboriculteurs aussi. Et les arboriculteurs aussi. Eh bien, on pense à eux également alors. Ainsi d'ailleurs que tous ceux qui ont été touchés par le gel. On a surtout vu dans les journaux le dégât fait par le gel sur les récoltes et sur les vignes. Une autre information avant d'ouvrir le conseil, c'est une information sur l'ouverture des structures de la petite enfance. Donc pour information, la PMI, la protection maternelle et infantile du département, a validé le fonctionnement proposé pour le multi-accueil de Viré en mode micro-crèche durant la période de confinement. Et donc le multi-accueil de Viré, la micro-crèche de Cruzy et le centre de loisirs maternel de Tournu seront donc ouverts pour les enfants des personnels prioritaires. Il s'agit des personnels des établissements de santé, des professionnels de la santé, des agents du secteur public, des forces de sécurité intérieure, etc. Le multi-accueil de Tournu ouvrira la dernière semaine des vacances, les deux autres structures étant fermées pour congé annuel cette semaine. Voilà. Patricia, merci de nous accueillir. Est-ce que tu veux dire un mot aux élus? Tu l'as déjà fait la dernière fois, c'est possible. J'ai déjà fait la dernière fois, donc tout le monde connaît la commune. Donc maintenant, nous pouvons passer à la nomination d'un secrétaire ou d'une secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a un volontaire dans la salle? Non. Julien. Merci Julien. Je te laisse faire l'appel. Monsieur Bachelet. Présent. Monsieur Bellini. Présent. Monsieur Bergman. Présent. Monsieur Charnay. Monsieur Charpie-Puget. Présent. Monsieur Chervier. Présent. Madame Clément. Présente. Monsieur Curtil-Pouvoir, Monsieur Maire du Posé. Monsieur Desroches. Présent. Madame Drevet. Présent. Monsieur Dumont-Christian. Présent. Monsieur Dumont-Marc. Présent. Monsieur Farama. Présent. Madame Gavrel. Monsieur Galéa. Présent. Monsieur Gourland. Présent. Madame Husson. Monsieur Yoss. Présent. Monsieur Jaillet. Présent. Madame Lefron. Monsieur Maire du Posay. Madame Martins. Madame Mermet, pouvoir à Monsieur Vaux. Monsieur Meulien. Madame Pajot. Monsieur Père. Monsieur Perret. Présent. Monsieur Perrusset. Monsieur Petit. Monsieur Pain. Madame Prudent. Monsieur Raguet. Monsieur Raveau. Présent. Madame Saint-Hilary. Monsieur Sangois. Madame Simoulin. Monsieur Staub. Monsieur Talmet. Représenté par Paris Toulouse. Monsieur Thielan. Monsieur Varin. Monsieur Vaux. Merci. Approbation du procès verbal de la précédente séance. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations sur le précédent procès verbal? Non. Eh bien, nous pouvons passer à son approbation. Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté. Merci. Et nous pouvons passer à l'ordre du jour de ce conseil communautaire avec tout d'abord une partie finance présentée par Guy Perret et pour ces 5 premiers rapports, la présentation et la mise au vote des budgets.
Concernant le budget, est-ce que vous m'entendez correctement? Non. Il faut parler vraiment pour que le... Il faut parler très près. Très près. Il faut parler très près. Est-ce que comme ça va mieux? Non, encore plus près. Encore plus près. Bien, donc concernant le budget, je propose de commencer par une présentation des budgets annexes. Le premier de ces budgets annexes, c'est celui de la zone industrielle de l'Acrone. C'est, je crois, le rapport numéro 3 que je vais avoir. Bien, donc pour le budget annexe de la zone de l'Acro, le budget est arrêté pour un montant de 765 752 pour la section de fonctionnement et 997 559 pour la section d'investissement. Les budgets étaient joints au rapport, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Sinon qu'il est prévu la viabilisation du terrain pour un montant de 14 842 €. C'est un budget de stock, donc on constate effectivement le coût des équipements d'une part, la conséquence de la vente des terrains d'autre part, et donc le budget se renouvelle d'une année sur l'autre en fonction de ces événements. Si vous n'avez pas de questions particulières sur ce budget annexe, je passe au budget annexe suivant, qui est celui de la zone d'activité dite de l'Éterlade. En équilibre pour un montant de 729 724 à la section fonctionnement et 1 034 808 pour la section d'investissement. Les travaux qui sont prévus, c'est une poursuite de l'aménagement de la zone pour un montant d'environ 300 000 € consacré à la création de voiries, de réseaux et d'un bassin de rétention. Le budget annexe suivant est celui de la pécuniaire d'entreprise. Donc c'est un budget annexe qui comprend 3 sous-ensembles. Premièrement, la pécuniaire d'entreprise proprement dite. Deuxièmement, l'équipement de la zone d'activité du Parflerie. Et troisièmement, l'espace appelé coworking. Donc les chiffres d'équilibre vous sont indiqués et pour le fonctionnement et pour l'investissement. Les principales choses à indiquer sont d'une part une subvention d'équilibre de 42 000 € qui provient du budget principal en fonctionnement pour équilibrer l'espace La Croisée du coworking prévu déficitaire au budget 2021. Également prévu dans ce budget l'acquisition et la revente du bâtiment Zigzag et le projet est en attente de signature, et ce pour un montant de 135 000 €. Également prévu donc l'étude de faisabilité pour l'aménagement de la zone d'activité du Parflerie pour un montant de 120 000 €. Et également prévu l'aménagement pour l'écoulement des eaux pluviales, toujours sur la zone d'activité économique du Parflerie, pour un montant de 116 000 €. J'en ai terminé pour la présentation des budgets annexes. Si vous n'avez pas de questions sur ceci, on peut passer à la présentation du budget principal de notre communauté de communes. Je rappelle que ce budget a été établi selon 3 considérations. Comment? Ah oui, il reste le sport. Oui, j'ai oublié un budget annexe. Il est dans les sports des services banques. Le service privé d'assainissement non collectif, donc la présentation est normalement très simple, c'est pour ça que je l'ai oublié. Donc c'est normalement un budget qui est équilibré d'un coût de prestation qui est compensé par un versement de la part du bénéficiaire. Donc c'est un budget normalement équilibré qui est équilibré. Donc,
passer très rapidement sur ce budget. Merci, Raphaël. Bien, s'agissant du budget principal, donc je voulais rappeler que le budget de la communauté de communes a été construit selon 3 axes directeurs. Premièrement, maîtriser les dépenses de fonctionnement, tout en maintenant le niveau de qualité des services rendus aux habitants. Deuxièmement, de procéder à un désendettement massif afin de dégager des marges de manœuvre. Et troisièmement, mobiliser des subventions chaque fois que ceci est possible. Donc, s'agissant de la section de fonctionnement du budget principal, et plus spécialement des dépenses. Donc, les dépenses, l'ensemble des dépenses de la section de fonctionnement du budget principal est en hausse de 5,4% par rapport au budget 2020. Ça représente un montant de 471 835. Cet accroissement est de 5,5% si on le compare non plus au budget précédent, mais au réel précédent, le compte administratif. Comment se décompose et s'explique cette hausse de 5,4% des dépenses? Premièrement, une hausse des charges à caractère général, plus 6,5% par rapport au budget 2020, plus 10,4% par rapport au réel, c'est-à-dire le compte administratif. Ça représente un montant de hausse de 125 000 €. Il y a 3 explications principales. La première, c'est la hausse du coût de traitement des déchets, plus 78 000 €. La seconde, c'est la hausse des fluides, plus 22 000 €. Et la troisième, c'est la hausse des frais de maintenance pour un montant de 13 000 €. Juste, pardon, Guy, excusez-moi si vous le permettez. Le comparatif du budget 2021 par rapport au budget 2020, c'est une baisse de 6,5%. Je le précise parce que je pense que ces documents, comme on les a lus, ils n'ont pas le comparatif avec les CA 2020. Oui, tout à fait. Tout à fait d'accord avec la remarque. Moins 6% par rapport au budget 2020 et plus 10,4% par rapport au compte administratif, c'est-à-dire au REL. Charges de personnel, la partie suivante, donc c'est l'évolution des charges de personnel. Les charges de personnel sont en hausse de 8,3%. Ça représente un montant de 116 000 € par rapport au budget 2020. Également 9,2%, plus 123 000 € par rapport au CA. Plusieurs explications donc, sur l'évolution des charges de personnel qui vous avaient été communiquées dans le rapport d'orientation budgétaire. Une principale à signaler qui explique à peu près à 50% de la hausse constatée, c'est la prévision du coût d'un agent de catégorie A en congé longue maladie à 8 traitements et en procédure de demande de congé longue durée. Ceci, ça pèse 60 000 €, c'est-à-dire à peu près la moitié de la hausse constatée sur les frais personnels. Troisième composante de charge, ce sont les charges de gestion courante, plus 3,2% par rapport au budget précédent, plus 41 000 €. Explication principale, la hausse des cotisations au SMET, ça pèse 40 000 €. Et également le versement d'une subvention d'équilibre au budget pépinière d'entreprise pour un montant de 42 000 €. Cet accroissement a été en partie compensé par la baisse des subventions et la baisse des subventions à l'Office de tourisme. Autre composante des charges du budget principal, ce sont les opérations d'ordre, c'est-à-dire les opérations non monétaires, c'est-à-dire essentiellement les amortissements. Ces amortissements sont en hausse de 13,3%, plus 74 000 €. Donc cette croissance des opérations d'ordre a pour origine, premièrement, la croissance des amortissements. Il y a des nouveaux biens qui rentrent en amortissement et qui se traduisent par une hausse des amortissements.
Et la deuxième explication, c'est l'intégration des biens mis à disposition à la suite du retrait de CCMT du CIVOM concernant la gestion de Genapi. Ça pèse 20 000 €, et la hausse des amortissements, ça pèse 50 000 €. Ça explique pour l'essentiel la hausse de 74 000 € des croissances des opérations bancaires. Vous avez ensuite une présentation imagée des dépenses de fonctionnement, donc selon leur nature et selon la politique qu'ils véhiculent, donc pas sur les commentaires. Nous pouvons maintenant regarder les recettes de fonctionnement du budget principal. Donc les recettes de fonctionnement du budget principal sont en hausse de 3,2%, plus 244 225 € par rapport au budget 2020. Donc le constat, une croissance des charges de 5,4%, une croissance des recettes de 3,2%, explique un résultat prévisionnel 2021. Si les postes budgétaires étaient réalisés à 100%, un résultat négatif de 263 326. Je vous rappelle que ce même résultat associé à la construction du budget était une année avant, en 2020, à moins 389 393. Et donc il s'agit bien du résultat qui serait celui de la communauté de communes si les postes budgétaires étaient réalisés à 100%, ce qui n'arrive évidemment pratiquement jamais. Ensuite, le niveau de la capacité d'autofinancement. Donc c'est un agrégat financier qui est important, puisque en fait c'est un montant qui pourra être utilisé pour renouveler les investissements et autofinancer les futurs investissements. Cette capacité d'autofinancement brute qui est associée au budget 2021 est de 222 466 €. Je vous invite à regarder l'écart important entre la capacité d'autofinancement brut de 222 466 par rapport au résultat qui, lui, est à moins 263 000. La raison, c'est l'énorme importance des amortissements dans la construction du résultat. Dans la construction du résultat de la communauté de communes, il y a, bon an, mal an, environ 500 000 € de montant d'amortissement qui explique cet écart entre le résultat comptable et la capacité d'autofinancement. Cette capacité d'autofinancement brute prévue associée au budget de 222 466 est insuffisante. On l'avait évaluée en commission finance à un montant de l'ordre de 500 000 €. Pourquoi 500 000 €? Parce que c'est le montant approximatif des amortissements qui sont à supporter pour renouveler le matériel. Donc il y a une sorte de décalage, un gap de l'ordre de 200 à 250 000 € pour obtenir une capacité d'autofinancement suffisante de façon à ce que le navire soit véritablement en mode croisière. Un commentaire sur la dette, l'évolution de la dette. Le stock de dette, le montant de la dette au 31/12 de 2020 était de 1 675 000. Il sera à la fin de 2021 d'un montant de 760 570. Cette diminution spectaculaire est due d'une part et pour l'essentiel au remboursement anticipé de l'emprunt très haut débit qui avait été contracté pour financer l'opération très haut débit et qui est remboursé par anticipation sur la base d'un capital restant dû d'environ 833 000 €. Et la deuxième raison de l'écart, c'est tout simplement le remboursement contractuel des emprunts comme on le fait chaque année. Pour la section d'investissement, donc, qui vous est présentée ensuite, d'abord pour les dépenses d'investissement. Dans les dépenses d'investissement, vous avez un montant de 903 082 appelé emprunts et dettes assimilées. Donc dans ces 903 082, il
familiale et 833 000 de remboursement anticipé de l'emprunt THP. Les immobilisations corporelles, les subventions d'équipement, notées un montant important de subventions d'équipement de 444 413. Ce montant de subventions d'équipement est en hausse de 41,3%, plus 129 000 euros. L'explication de cette hausse de 129 000 euros, c'est essentiellement la conséquence de la mise en place du dispositif Fonds régional du territoire qui pèse 120 000 euros à la charge de la communauté de communes, mais qui est refinancé à hauteur de 50% par une subvention de la région. Pour les immobilisations corporelles nouvelles, vous avez signalé donc l'isolation de la maison de l'enfance pour 90 000 euros, la réfection d'un terrain aire d'accueil dans le voyage 150 000 euros, le remplacement du camion de rue du service environnement pour 300 000 euros et la création d'une aire de glisse avec des restes à réaliser pour 145 000 euros. Pour les travaux construction, il s'agit essentiellement de l'aménagement, de la poursuite de l'aménagement de l'office de tourisme avec des restes à réaliser d'un montant de 290 000 euros et le plan d'urbanisme intercommunal d'études préalables pour un montant de 110 000 euros. Vous notez également donc dans les dépenses imprévues un montant, toujours pour le budget d'investissement, un montant de 594 000 euros. Donc c'est en fait une variable d'équilibrage du budget où nous avons dans ces postes de dépenses imprévues localisé l'excédent de ressources du budget d'investissement. Pour les recettes du budget d'investissement, donc des dotations fonds divers et réserves pour 102 000 euros, une subvention d'équipement pour 343 000 euros. Il n'y a pas de nouvel emprunt mis en place cette année, donc un besoin total de financement de 1 788 804 qui est entièrement financé par les ressources de cette section qui était très largement excédentaire. Bien, après cette présentation des deux sections du budget principal, quelques commentaires pour terminer donc avant vos questions sur ce budget 2021. D'abord, c'est un budget qui est équilibré, bien sûr, mais qui est excédentaire. Il est excédentaire et vous avez noté, à la fois pour le fonctionnement et à la fois pour l'investissement, l'excédent de ressources qui est affecté dans chacun de ces budgets, 578 000 pour la section de fonctionnement et 594 000 en dépenses imprévues pour l'investissement. Deuxième remarque, la structure financière de la communauté de communes est améliorée. Elle est améliorée parce qu'il y a ce désendettement substantiel, et donc le remboursement du THD. Et ce désendettement substantiel permet de reconstituer la capacité d'emprunt de la communauté de communes. D'où cette remarque sur l'amélioration de la structure financière de la communauté de communes. Vous pouvez noter également l'existence d'un confortable excédent de fonctionnement reporté, celui du chapitre 002, qui au 31/12 de 2020 était de 1 391 549. Il est prévu à fin 2021 à 1 128 000. L'écart résulte de l'application du résultat négatif budgétaire prévu pour 2021. Ça, c'était pour des éléments plutôt positifs sur la situation financière de l'EPCI. Un point d'inquiétude, qui était déjà un point d'inquiétude signalé il y a quelques mois,
c'est que résultats de fonctionnement et capacité d'autofinancement sont insuffisants. On l'a vu, pour avoir une capacité d'autofinancement d'un niveau suffisant, il faudrait être à 500 000 euros. Nous ne sommes qu'à 250 000 euros. Je dois toutefois signaler que le résultat négatif prévu de moins 226 000 en 2021 est probablement sous-estimé. C'est-à-dire qu'il pourrait être meilleur que prévu. Si tant est qu'on n'est pas d'événements exceptionnels qui ne sont pas anticipés dans le budget. Pourquoi pourrait-il être un peu meilleur? D'abord parce que nous avons un produit fiscal avéré, donc qui sera obtenu d'un montant de 50 000 euros. Autre bonne petite nouvelle signalée tout à l'heure, les dotations qui sont disponibles sont en légère hausse par rapport à la construction du budget de l'ordre de 8 000 euros. Un autre point qui pourrait contribuer à l'amélioration du résultat, c'est le fait que dans la charge exceptionnelle des frais personnels qui est un montant de l'ordre de 60 000 euros, il n'y a aucune prise en compte potentielle de l'intervention d'une assurance qui normalement couvre ce type de situation. Une autre raison, effectivement, où ce résultat pourrait être meilleur, c'est la conséquence du transfert de la ZAE, de la double tournure sur la communauté de communes, n'a pour l'instant pas été prise en compte. Donc il y a probablement des effets qui auront une incidence positive lorsque cette prise en compte aura été effectuée complètement. Et enfin, une remarque également, c'est que une façon d'améliorer ce résultat prévu négatif consisterait à activer le levier de hausse de taxes des ordures ménagères pour compenser l'accroissement du coût de ce service qui a été pendant de très nombreuses années très largement bénéficiaire et qui tend vers une zone où il deviendra négatif. J'en ai terminé avec la présentation générale du sujet, donc on peut passer à vos questions. Bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce budget? Donc sur ces budgets, pas de questions. Si Marie-Thérèse. Un point de détail dans le détail du budget, au niveau des indemnités des élus, qui est constant, qui est parfait. Il y a le même nombre d'élus qu'auparavant. Par contre, j'ai noté une hausse plutôt importante, parce qu'elle double presque au niveau de la cotisation retraite élus et au niveau des cotisations de sécurité sociale. Alors, je ne sais pas, mais en tant qu'élu communal, il n'y a pas grand-chose qui a changé à notre niveau. Je veux savoir ce qui a changé au niveau des élus intercommunautaires. Oui, alors ça c'est une évolution qu'on retrouve assez souvent, alors pas forcément dans les communes, mais dans les regroupements de communes, comme la communauté de communes, voire on a constaté ça également au PETR. En fait, les cumuls, dans certains cas, les cumuls de mandats entre les mandats des élus municipaux, les indemnités versées aux vice-présidents et aux présidents de la communauté de communes font qu'ils rentrent dans la base soumise à cotisation sociale et à base retraite. C'est ce qui explique... C'est en 2020 en fait. Oui. Une réforme en 2020 sur les cotisations des élus qui fait que le seuil de déclenchement de la cotisation ça et retraite a été très largement abaissé. De nombreux élus qui n'étaient pas contributeurs le sont aujourd'hui. On a même problème au PETR, vous n'avez aucun élu qui était atteint par le seuil et il y en a maintenant 4.
Voilà, ce sont des cotisations obligatoires qui n'ont pas été instaurées par une décision quelconque. Il n'y a pas eu aussi de retraite complémentaire. Non, non, il n'y a rien à changer. Ou n'importe. Ça existe depuis très très longtemps, c'est ça, les contrats qu'on paie, c'est des contrats qui ne passent pas effectivement devant les conseils. C'est valable pour les conseils municipaux, c'est valable pour les conseils intercommunaux, mais il y a une participation des élus, mais il y a également une participation de la collectivité. Et ça reste des retraites complémentaires. Oui. Alors, pas à ma connaissance. On a eu la même question au niveau du PEPR. Voilà. Il y a des élus qui s'étonnent effectivement de cette hausse de cotisation, surtout de retraite complémentaire. Alors après, on a fait le total on répondra au prochain conseil du PEPR. Il y a 124 € effectivement de conseil par an. Voilà. En fait, c'est des cotisations de quelques pourcentages en total. Je note de faire. ça étonne tout le monde. Hein, mais en fait, ça vient pas des retraites. L'explication n'est pas dans les retraites complémentaires. Oui, mais ça n'est pas des retraites complémentaires, c'est des cotisations obligatoires et ça vient d'une réforme des indemnités des élus. Il faut savoir qu'il y a quelques années, les indemnités des élus n'étaient même pas déclarables au fisc. Depuis quelques années, elles le sont. Et maintenant, depuis 2020, le seuil de déclenchement des cotisations retraite sur l'État, alors qu'elles ont effectivement un métier par ailleurs, mais on a l'obligation de cotiser. Voilà, les seuils ont été adaptés, ce qui fait que de nombreux élus qui n'étaient pas dans les seuils le sont élus. Et ces mêmes élus, d'ailleurs, payent des cotisations sur leur indemnité en proportion. Oui, mais pas en même proportion. C'est vrai que c'est connu le temps où ça reste une indemnité d'alternance, mais il n'y avait pas de... D'accord. Alors, sur ce point, c'est Madame Lopez qui s'occupe des rémunérations à la communauté de communes, comme vous le savez. Je vais lui demander, parce que je ne pense pas que Raphaël soit au courant sur ce point précis. Donc, je vais demander à Madame Lopez de nous donner le détail exact et il sera communiqué au prochain conseil. Je l'ai noté. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors, avant de passer au vote par budget, juste, j'ai une remarque donc à faire, moi, qui a son importance à mes yeux. C'est que la capacité d'autofinancement présentée pour le budget primitif 2021 ressort à 222 466 €. Le total des dépenses d'investissement, pourquoi je parle des dépenses d'investissement? Parce que cette capacité d'autofinancement est là pour pallier aux dépenses d'investissement, c'est-à-dire les remboursements d'emprunts notamment et les dépenses d'investissement. Je ne parlerai pas des remboursements d'emprunts puisqu'on sait qu'il est prévu en 2021 de faire un remboursement important, exceptionnel sur l'emprunt du très haut débit. Mais pour les dépenses d'équipement elles-mêmes, il y a un montant de 1 367 300 € aux dépenses prévues. Il est facile de calculer que ces 1 367 000 € ne seront pas couverts par la capacité d'autofinancement à 222 000 € et que nous devrons bien entendu prendre sur nos réserves. Alors les réserves sont faites pour ça, mais elles ne seront pas éternelles. Si il n'y a pas de questions, je vous propose donc de passer au vote, donc individuellement, pour le budget annexe de la zone d'activité de l'ACRO. Qui s'abstient? Qui vote contre? Budget primitif 2021 de la zone d'activité de l'ACRO est adopté, merci. Pour ce qui concerne le budget annexe de la zone d'activité de l'Écarlate, qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté, merci. Pour le budget annexe pépinière d'entreprise, pour le vote de ce budget, qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Pour le budget annexe SPANC, c'est le vote du budget primitif 2021, qui s'abstient?
Qui vote contre? Merci. Pour le budget principal et son vote, qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté, je vous remercie. Nous allons passer maintenant au rapport numéro 6, le vote des taux d'imposition des ménages. Avant de passer la parole au vice-président en charge des finances, je voudrais vous donner quelques précisions. Une présentation des enjeux fiscaux a été effectuée par M. Cochet du cabinet KPMG lors du dernier bureau qui s'est tenu la semaine dernière, le 1er avril. J'ai ensuite présenté les différentes options concernant les taux de fiscalité de notre communauté de communes. Ces taux ne sont pas une fin en soi, ils sont l'expression d'une stratégie, d'une politique communautaire. Une fiscalité communautaire doit permettre d'envisager de manière sereine et prévisionnelle l'exercice de nos compétences, une structure financière annuelle saine, une capacité à nous projeter dans l'avenir et assurer la pérennité des services que nous rendons à nos concitoyens et de financer des investissements d'avenir et productifs de nouvelles recettes. J'insiste aussi sur la nécessité d'établir des choix forts pour la durée du mandat et au début de celui-ci, non en cours de route pour équilibrer des budgets au dernier moment. Il s'agit d'anticiper et de prévoir, comme le ferait tout bon gestionnaire de famille. Aujourd'hui, nous sommes face à un choix. Ne pas bouger notre fiscalité. C'est l'assurance, à terme, de ne plus pouvoir financer nos services, de ne pouvoir envisager de programmes d'investissement sur le mandat, d'être confronté à des impossibilités de hausse future en fonction des décisions gouvernementales, de ne pouvoir profiter des aides et subventions mises en place actuellement avec les différents plans de relance. Deuxième possibilité, proposer une hausse des taux de fiscalité pour une globalité de 3 points du foncier bâti, c'est une équivalence, qui permettrait de redresser le résultat de fonctionnement, qui est annoncé à moins 263 000 au budget primitif, de maintenir les aides et fonds de concours en direction des communes, de financer un programme d'investissement ambitieux et fléché en majorité, pour le moment, sur le développement économique. Troisième possibilité, proposer cette hausse de 3 points auxquels s'ajouteraient 2 points supplémentaires à destination des communes, ce qui permettrait de commencer à mettre en place une stratégie fiscale communautaire, ceci dans l'optique de la mise en place d'un pacte fiscal et financier, d'augmenter à due concurrence les aides aux communes afin d'augmenter leurs ressources et leurs possibilités financières, de voir notre DGF augmenter par cet exercice fiscal qui resterait neutre par ailleurs pour les communes. C'est un mécanisme qui porte un nom, c'est de l'optimisation fiscale. Que penseraient les contribuables d'une communauté de communes qui n'optimisent pas ses recettes alors que cela peut ne représenter aucun impact sur leur feuille d'impôt? Un débat long et constructif, au cours desquels quasiment tous les maires sont intervenus, a eu lieu lors du bureau, à la suite duquel j'ai mis au vote ces propositions. Il en est ressorti qu'à la quasi-unanimité, il y avait un accord pour une hausse de taux de 3 points et que la hausse de 5 points, incluant 2 points supplémentaires avec reversement aux communes, emportait l'adhésion d'une majorité d'entre nous. C'est donc cette proposition que je vais faire au Conseil ce soir. Il est aujourd'hui, selon moi, primordial d'aller au bout de cette démarche afin de muscler la coopération communautaire en insufflant une réflexion et une politique commune, notamment sur la fiscalité, pour financer le projet de mandat. De se donner les moyens d'investir dès maintenant et de profiter des aides des fonds de relance. Les trains ne repasseront pas. Nous avons pu le vérifier par le passé. Ces choix fiscaux sont certainement les dernières occasions qui s'offrent à nous de retrouver des marges de manœuvre. Ne nous trompons pas. Les aides disparaîtront dès les prochaines élections présidentielles avec l'engagement de rembourser la dette Covid. Les investissements en matière de développement économique ont été présentés aux maires qui y sont très favorables, et notamment l'aménagement de la zone d'activité du Pas-Fleury, dont j'ai parlé tout à l'heure,
avec pour rappel un montant d'investissement de 4 à 5 millions d'euros. De la zone d'activité de l'Écarlate, que j'ai présenté aussi tout à l'heure, avec, restant pour la dernière tranche, environ 200 000 euros, d'une zone d'activité économique sur l'Uni, qui est une demande de cette commune, qui me paraît tout à fait justifiée au regard de l'accueil de leurs propres entreprises, accueil auquel ils ne peuvent satisfaire aujourd'hui. Aujourd'hui, ces projets prennent corps. Ils ont l'avantage d'apporter des recettes fiscales futures par le biais des impôts professionnels, CVAE, taxe foncière sur le bâti. C'est notre planche de salut, développer l'économie dans tous les secteurs pour maintenir et développer des recettes qui financent les services offerts à notre population. D'augmenter les taux maintenant en une seule fois, en faisant reposer tant sur les entreprises que sur les ménages cet effort fiscal, afin de ne plus y revenir au cours du mandat. L'exercice n'est agréable pour personne, y compris pour ceux qui vont l'assumer, et moi en premier chef. Comme l'a rappelé le cabinet KPMG, nous ne vivons pas au-dessus de nos moyens, loin de là, et notre structure budgétaire de fonctionnement n'est pas à terme suffisamment solide. J'ai tenu compte des observations faites par les maires lors de la réunion du bureau. Ainsi, il est proposé de répartir la hausse des taux et l'effort fiscal sur les entreprises et sur les particuliers propriétaires de bâtis fonciers. Une augmentation sur le foncier non bâti n'a pas été retenue, car elle n'aurait que peu de conséquences sur les recettes et demanderait une hausse très élevée du taux. Elle est en plus liée proportionnellement aux autres hausses d'impôts. Aujourd'hui, la hausse proposée équivalente à 3 points sur le foncier bâti pour la communauté de communes et 2 points de plus pour les communes équivaut en fait à répondre aux questions suivantes. Voulez-vous donner les moyens à votre communauté de communes de se moderniser et d'investir pour l'avenir dans l'intérêt de tous? Voulez-vous commencer à travailler sur une fiscalité réfléchie ensemble, sans enlever aucune souveraineté aux maires, qui sont libres de l'évolution de leurs taux communaux, à la hausse, à la baisse ou au maintien, où chacun doit-il conserver jalousement son précaré? Nous avons à prendre tous ensemble nos responsabilités par le vote de ce soir. Voilà le préambule que je voulais faire. Et maintenant, nous pouvons passer à la proposition de vote des taux. Alors, il vous a été communiqué pour éclairer le débat et les conséquences des hausses d'impôts qui vous seront proposées. Je pense que tout le monde a reçu le mail, sinon je peux le redétailler. Tout le monde a reçu le mail cet après-midi? Oui. Pardon? Ah, bon. Alors, on a un exemplaire papier. On va faire passer un exemplaire papier pour Robert Bachelet. Donc sur ce tableau, vous avez 2 propositions. Donc quand je parlais de hausse équivalente à 3 points du foncier bâti, on voit qu'en fait, sur cette équivalence, il est proposé dans le premier tableau une hausse de la CFE, de la contribution foncière, de la cotisation foncière des entreprises, donc pour une augmentation de 1,86 points, ce qui donne un produit attendu supplémentaire pour la communauté de communes de 112 046 euros, en bout de tableau à droite. Pour le foncier bâti, qui est actuellement à 1,53, proposé de le porter à 3,91, soit une hausse de 2,38 pour un produit total de 703 000 et une hausse attendue pour la communauté de communes de 427 924 euros, soit au total 539 970 euros. Dans le tableau suivant, proposition avec une augmentation de 2 points de foncier bâti supplémentaires fléchés en direction des communes. Ce qui passe, pour ce qui concerne la CFE, à une projection absolument identique que le tableau précédent parce que nous n'avons pas d'autres possibilités d'augmentation de cette taxe.
Pour le foncier bâti, qui est actuellement à 1,53, de le passer à 5,91, soit une hausse de 4,38 points, ce qui donnera un produit attendu de 787 524 et un total, en incluant la CFE, de 899 570 euros. L'augmentation des 2 points supplémentaires réservés aux communes représente presque 360 000 euros. Il vous a été mis enfin dans le dernier tableau les conséquences que cela produirait pour un foyer qui serait propriétaire foncier avec une valeur locative cadastrale moyenne. La moyenne sur notre territoire, c'est 1 550 euros en base. En 2020, donc, le taux du foncier bâti est toujours à 1,53 comme j'ai annoncé. En l'augmentant de 2,38 points, il passera à 3,91 et de 4,38 points à 5,91 comme dans les tableaux précédents. Ce qui est important, donc, c'est la colonne de droite. On en voit que la cotisation actuelle est de 24 euros, le coût pour les contribuables, pour ces contribuables propriétaires fonciers. En augmentant donc de 2,38 points, le coût passerait à 61 euros, c'est-à-dire 37 euros de plus par an. Et en l'augmentant donc au maximum de ce qui a été présenté, c'est-à-dire à 5,91, la cotisation passerait à 92 euros, c'est-à-dire 68 euros de plus par an. Une information qui ne figure pas dans ces tableaux, c'est que pour ces mêmes propriétaires fonciers sur la même base qui payent une taxe d'habitation, la baisse de la taxe telle que prévue déjà dans les lois de finances passées, donc équivaudrait à 900 euros répartis à raison de 300 euros en moins sur 2021, 300 euros en moins sur 2022, 300 euros en moins sur 2023. Voilà pour les valeurs chiffrées que je peux vous proposer. Ce que je peux dire, c'est que je ne suis pas non plus favorable aux hausses d'impôts. Si je les propose, c'est parce que je crois que vraiment nous arrivons bientôt au bout du bout et que il faut que, je dirais d'une certaine façon, que l'on aille au bout de ce sujet, que l'on prenne une décision ce soir, quelle qu'elle soit, et que ce soit tranché pour le mandat. Voilà, qu'on puisse travailler dans la sérénité par la suite. Une sérénité en tout cas dont je vous remercie d'avoir fait preuve. C'est un débat qui est intéressant, chacun peut s'exprimer dans des conditions donc, de sérénité qui sont appréciables. Et je vais vous proposer maintenant de passer au vote. Alors, compte tenu de ce que j'ai entendu, je vous propose de faire ce vote en 2 parties. Une première partie qui va correspondre aux 3 points en direction de la communauté de communes. Une deuxième partie qui correspond à 2 points en direction des communes. Donc, pour ce qui concerne la taxe foncière sur le bâti, qui est actuellement de 1,53%, que je propose donc de passer à 3,91, c'est-à-dire d'augmenter de 2,38 points. Dans le même temps, pour la cotisation foncière des entreprises, qui est actuellement de 24,48, de la passer à 26,34, c'est-à-dire une augmentation de 1,86 points, ce qui représente, pour faire simple, 3 points, ce qui représenterait en équivalence, mais 3 points sur le bâti, ce qui représente à peu près 540 000 euros pour la communauté de communes. Donc, qui vote contre cette proposition de hausse des taux? Alors, une. Je vais plus haut s'il vous plaît. Vous pouvez laisser le bras levé le temps que. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 voix. Bien. Qui s'abstient? 2. Bon. Bien, c'est adopté. Merci. Pour ce qui concerne donc les 2 points en direction des communes, qui se portent ceci uniquement sur le foncier bâti
Les autres taux ne changeant pas. La taxe sur les fonciers bâtis passant d'un montant de 1,53% en 2020 serait augmentée de 4,38 points pour l'amener à 5,91 points, c'est-à-dire donc 2 points de plus que la proposition précédente. Qui vote contre? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Qui s'abstient? Une abstention. Alors, qu'est-ce que ça donne par rapport au quorum? Il y a 40 votants. Donc c'est adopté. Très bien. Les taux seront adoptés et votés. Je vous remercie. Nous pouvons passer au point numéro 7. Vote de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Et vous reprenez la main ou je continue? Pardon? Pardon, faire revoter le budget? Oui, on aurait pu voter les taux avant le budget, ça ne changeait pas le budget qui vous est présenté ce soir, non? Bien entendu que ça les change, mais on n'aurait pas modifié le budget. Est-ce que dans vos communes, ceux qui ont déjà voté leur budget, vous avez intégré les 2 points de plus qui viennent d'être votés? Non? Alors comment vous allez faire? On va faire une DN. Vos recettes, Il n'y a pas de problème. vos recettes ne sont pas sincères. Non, et les dépenses non plus. Les deux seront augmentés de la même valeur. Monsieur Perruchot, il n'y a pas de problème selon Monsieur Perruchot, notre responsable financier. Ouais, si le budget est retoqué, nous le referons. Nelly, ça vous ennuie de récupérer le micro? C'est la suite. Le micro pour M. Perrin. Bien, nous repassons à un autre sujet de taux, c'est celui des taux de la TOM. Alors, vote des taux de la TOM 2021. Donc, il est proposé de renouveler à l'identique les taux de 2020, donc sur les 5 zones concernées, c'est-à-dire 11,09, 10,54, 7,56, 7,56 et 7,56, dans les mêmes conditions de ramassage et d'organisation. Bien, est-ce qu'il y a des questions? Non. Nous pouvons passer donc au vote. Qui vote contre le maintien des taux? Qui s'abstient?
Merci, ils sont maintenus. Ensuite, rapport numéro 8, cotisation, les cotisations 2021 auprès de plusieurs de nos partenaires. Il y a un rapport numéro 8, cotisations diverses à différents organismes. Donc, première d'entre elles, c'est l'association des maires et présidents de communauté commune de Saône-et-Loire. Cotisation 2020, 1098, pour 2021, 1097. Pour le PETR, 63 464 en 2020, 47 598 en 2021. Pour le pays d'arrêt d'histoire, sur la base de 1,70 € par habitant, 26 307 en 2020, 27 846 en 2021. Pour l'agence technique départementale, donc une cotisation forfaitaire d'un tranche de 10 000 à 19 999 habitants, 3 500 et 3 500 pour 2021. Pour l'aide, on reste à un niveau constant, 30 677,40 en 2020 et en 2021. Pour l'ADCF, l'association des intercommunalités au niveau français, donc 1726 pour 2020, 1719 pour 2021. Pour l'association Les Chemins de Cluny, Franche-Comté-Bourgogne, 410 renouvelés pour 2021. Pour le PTB Saône-et-Loire, 789 renouvelés pour 2021. Pour le CAE, rien n'est prévu pour 2021. Et pour la Fédération française de cyclotourisme, rien n'est prévu, donc probablement demandé pour 2021. Total 136 353 pour 2020 et 120 637,67 pour 2021. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques ou des observations? Oui. Pourquoi il y a 7 390 habitants pour la première ligne et après la population unitaire, on a 7 380. C'est pas les mêmes années de référence qui sont prises. Oui. Concernant le CAE, j'ai demandé une intervention du CAE et j'ai été obligé de cotiser au niveau communal. Je voulais savoir si les cotisations couvrent les communes ou pas concernant le CAE et aussi l'ATD. Parce que compte tenu du projet que nous avons, il y aura besoin de l'ATD. Je veux savoir si on est obligé de payer deux fois. On n'est pas obligé de verser ces cotisations. C'est pas une obligation, hein, Ah ben, moi, pour qu'ils interviennent, il y a fallu. Oui, Ah bien ben, sûr. pour qu'ils interviennent, Bien sûr. tu n'es pas obligé de payer si tu veux pas. C'est le porteur de voix. Si la communauté de communes cotise à la TD, ça n'ouvre pas un droit aux communes. Est-ce que c'est pareil pour la TD aussi? Oui, c'est pareil. Moi, oui, depuis le début. D'autres questions? Voilà. Je vous propose de passer au vote. Qui vote contre? Compte tenu de ce que j'ai entendu, je vous propose de faire ce vote en deux parties. Une première partie qui va correspondre aux 3 points en direction de la communauté de communes. Une deuxième partie qui correspond à 2 points en direction des communes. Donc, pour ce qui concerne la taxe foncière sur le bâti, qui est actuellement de 1,53%, que je propose donc de passer à 3,91, c'est-à-dire d'augmenter de 2,38 points. Dans le même temps, pour la cotisation foncière des entreprises, qui est actuellement de 24,48,
de la passer à 26,34, c'est-à-dire une augmentation de 1,86 points, ce qui représente, pour faire simple, 3 points, ce qui représenterait en équivalence, mais 3 points sur le bâti, ce qui représente à peu près 540 000 € pour la communauté de communes. Donc, qui vote contre cette proposition de hausse des taux? Alors, une. Levez plus haut, s'il vous plaît. Vous pouvez laisser le bras levé le temps que... Donc, 1, 2, 3, 4, 5 voix. Bien. Qui s'abstient? 2. Bien, c'est adopté. Merci. Pour ce qui concerne donc les 2 points en direction des communes, qui se portent ceci uniquement sur le foncier bâti, les autres taux ne changeant pas. La taxe sur les fonciers bâtis passant d'un montant de 1,53% en 2020 serait augmentée de 4,38 points pour l'amener à 5,91 points, c'est-à-dire donc 2 points de plus que la proposition précédente. Qui vote contre? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Qui s'abstient? Une abstention. Alors, qu'est-ce que ça donne par rapport au quorum? Il y a 40 votants. Donc, c'est adopté. Très bien. Les taux seront adoptés et votés. Je vous remercie. Nous pouvons passer au point numéro 7, vote de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Et vous reprenez la main, ou je continue? Non. Pardon? Pardon, faire revoter le budget? Oui, on aurait pu voter les taux avant le budget, ça ne changeait pas le budget qui vous est présenté ce soir, non? Bien entendu que ça les change, mais on n'aurait pas modifié le budget. Est-ce que dans vos communes, ceux qui ont déjà voté leur budget, vous avez intégré les 2 points de plus qui viennent d'être votés? Non? Alors comment vous allez faire? On va faire une DM. Vos recettes, Il n'y a pas de problème. vos recettes ne sont pas sincères. Non, et les dépenses non plus. Les deux seront augmentés de la même valeur. Monsieur Perruchot, il n'y a pas de problème selon Monsieur Perruchot, notre responsable financier. Ouais, si le budget est retoqué, nous le referons. Nelly, ça vous ennuie de récupérer le micro pour M. Perrin? Bien, nous repassons à un autre sujet de taux, c'est celui des taux de la
Alors, vote des taux de la TEOM 2021. Donc, il est proposé de renouveler à l'identique les taux de 2020, donc sur les 5 zones concernées, c'est-à-dire 11,09, 10,54, 7,56, 7,56 et 7,56, dans les mêmes conditions de ramassage et d'organisation. Bien, est-ce qu'il y a des questions? Non. Nous pouvons passer donc au vote. Qui vote contre le maintien des taux? Qui s'abstient? Merci, ils sont maintenus. Ensuite, rapport numéro 8, cotisation, les cotisations 2021 auprès de plusieurs de nos partenaires. Bien, rapport numéro 8, cotisations diverses à différents organismes. Donc, première d'entre elles, c'est l'association des maires, la présidente communauté commune de Saône-et-Loire, cotisation 2020 1098, pour 2021 1097. Pour le PETR, 63 464 en 2020, 47 598 en 2021. Pour le pays d'arrêt d'histoire, sur la base de 1,70 € par habitant, 26 307 en 2020, 27 846 en 2021. Pour l'agence technique départementale, donc une cotisation forfaitaire dans la tranche de 10 000 à 19 999 habitants, 3 500 et 3 500 pour 2021. Pour l'aide, on reste à un niveau constant, 30 677,40 en 2020 et en 2021. Pour l'ADCF, l'association des intercommunalités au niveau français, donc 1726 2020, 1719 pour 2021. Pour l'association Les Chemins de Cluny, Franche-Comté-Bourgogne, 410 renouvelés pour 2021. Pour le PTB Saône-et-Loire, 789 renouvelés pour 2021. Pour le CAE, rien n'est prévu pour 2021. Et pour la Fédération française de cyclotourisme, rien n'est prévu, donc probablement demandé pour 2021. Total 136 353 pour 2020 et 120 637 67 pour 2021. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques ou des observations? Oui. Pourquoi il y a 7 390 habitants pour la première ligne et après la population unité, on a 7 C'est pas les mêmes années de référence qui sont prises. Oui. Concernant le CAE, j'ai demandé une intervention du CAE et j'ai été obligé de cotiser au niveau communal. Alors, je voulais savoir si les cotisations couvrent les communes ou pas concernant le CAE et aussi l'agence de l'ATD. Parce que compte tenu du projet que nous avons, il y aura besoin de l'ATD. Je veux savoir si on est obligé de payer deux points. On n'est pas obligé de verser ces cotisations. C'est pas une obligation, hein, Ah ben, moi, pour qu'ils interviennent, il y a fallu que... Oui, Ah bien ben, sûr, pour qu'ils bien interviennent, sûr. tu n'es pas obligé de payer si tu veux pas. C'est le porteur de voix. Si la communauté de communes cotise à l'ATD, ça n'ouvre pas un droit aux communes. Est-ce que c'est pareil pour l'ATD aussi? Oui, c'est pareil.
D'autres questions? Je vous propose de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient sur le montant de ces cotisations? C'est adopté. Merci. Il nous reste encore au niveau des taxes le rapport numéro 9 qui concerne la taxe GEMAPI. Et je vous laisse finir la partie finance. Bien, je n'avais pas Non? Ah bah, vraiment préparé, je peux vous passer la main. je peux la faire, d'accord? Bien, la taxe GEMAPI concerne bien sûr la compétence GEMAPI qui a été transférée à la communauté de communes il y a déjà quelques temps. Donc, pour pouvoir donc, envisager les travaux et les études qui concernent la gestion de nos milieux aquatiques, pour rappel, nous avons 3 cours d'eau qui traversent notre territoire, sans parler de la Saône. Il s'agit de la Mouge, de la Bourbonne et de la Natouze et de leurs affluents, qui constituent un bassin versant. Eh bien, cette compétence GEMAPI a été transférée obligatoirement aux communautés de communes. Pour pouvoir réaliser ces études et ces travaux, nous collectons une taxe depuis le 1er février 2018, l'année au cours de laquelle elle a été instaurée. Aujourd'hui, donc, les EPCI ne votent pas le taux. En fait, ils déterminent un produit global et le taux est calculé en fonction de ce produit. Le produit qui avait été voté était de 60 000 €, ce qui représente 3,80 € par habitant. Il doit être au plus égal, donc, ce produit global, à la couverture du coût prévisionnel. Vous avez en bas le tableau, donc, déjà des syndicats ou établissements publics à qui nous versons des cotisations, qui s'occupent chacun dans leur domaine de compétences et leur domaine géographique, donc, de la gestion de nos cours d'eau. Nous retrouvons donc une participation à l'EPTB pour 7 789 €. La première ligne qui concerne le CIVOM du Mâconnais, la cotisation n'existe plus puisque le CIVOM n'a plus la compétence GEMAPI. Notre communauté de communes l'a reprise. Elle reste déléguée pour la Saône pour l'instant à l'EPTB par une convention. La cotisation est de 7 789 €. Nous versons également une cotisation au syndicat intercommunal d'aménagement des bassins versants de la région de Cuisery, SMA BVT, pour 6 660 €. Une participation au syndicat d'Anatouze pour 6 093 €. Au syndicat de la Basse-Seille pour 5 000 €. Autres frais 150. Et il est prévu les travaux d'entretien courant des cours d'eau du bassin de la Bourbonne, donc pour 10 000 €. Travaux sur la zone humide de Saint-Jean-Gou de Cissé pour 2 300 €, avec d'autres travaux 2 159 €. Et cotisation supplémentaire à l'EPTB, cotisation versée pour prestations pour 6 240 €. Total des dépenses prévues 48 550 €. Il est attendu 13 230 € de subvention. Et le produit de la taxe attendu, comme je vous le disais, c'est 60 000 €. Est-ce qu'il y a des questions sur la compétence GEMAPI et son financement? Non, pas de questions. Donc, je vous propose de fixer le produit attendu à 60 000 €. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. Rapport numéro 10, toujours dans la partie finance, qui concerne les demandes de fonds de concours. Guy, je continue ou... D'accord. Eh bien, je vous laisse la main. Il s'agit d'une demande de fonds de concours de la commune de Burgny, donc projet de réfection du mur de soutènement route de la Charme. Le dossier a été déposé en mars 2021 pour un montant prévisionnel de travaux hors taxe de 41 020 et la communauté de communes est sollicitée pour un montant de 20 000 €, soit 48,76% des dépenses. Il vous est proposé donc de bien vouloir autoriser le versement du fonds
concours à la commune de Bourgie, d'attribuer un fonds de concours d'un montant de 20 000 € dans la limite prévue par l'article et d'autoriser le président à signer la convention relative à ce fonds de concours avec la commune de Bourgie. Des questions sur ce fonds de concours attribué à Bourgie? Non? Eh bien, nous pouvons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Ensuite, le dossier numéro 2 pour la commune de Royer. Commune de Royer, donc demande d'un fonds de concours s'agissant d'un projet de rénovation du logement communal. Un logement qui est inhabité depuis 2008, équipé d'un chauffage au fioul non isolé, nécessite un réaménagement complet avec des modifications au plan énergétique. Donc le dossier a été déposé en mars 2021. Le montant total prévisionnel des travaux en ORPAC s'est évalué à 83 566 et la communauté de communes est sollicitée à hauteur de 25 000 €, soit 29,92% des dépenses totales. Donc il vous est proposé de bien vouloir autoriser le versement du fonds de concours, attribuer un fonds de concours d'un montant de 25 000 € dans la limite du même article du code CGCT et d'autoriser le président à signer la convention relative. Des questions sur ce dossier? Non? Eh bien, passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Dossier suivant, fonds de concours pour la commune de Saint-Jean-Gou de Cissé. Il s'agit d'une demande de fonds de concours qui a pour objet de financer l'acquisition d'un tracteur pour l'entretien des voiries et chemins communaux, investissement important de la part supporté par la commune. Le dossier a été déposé en décembre de 2020. Le montant de prévisionnel des travaux est de 64 650 € et la communauté de communes est sollicitée à hauteur de 25 000 €, soit 38,67% des dépenses totales. Donc, il vous est demandé d'autoriser le versement du fonds de concours pour un montant de 25 000 € dans les mêmes limites du même article du code CGCT et d'autoriser le président à signer la convention relative. Des questions? Je propose de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Et enfin, la dernière demande de fonds de concours concerne la commune de Clessé. Donc, église de Clessé, donc inscrite au titre des monuments historiques, clocher en mauvais état a besoin de travaux de réhabilitation. Le montant total des travaux est prévu à 174 880,05 €. Le dossier a été déposé en mars 2021. La communauté de communes est sollicitée à hauteur de 25 000 €, soit 14,30% des dépenses totales. Donc, il vous est proposé d'autoriser le versement du fonds de concours pour un montant de 25 000 € et d'autoriser le président à signer la convention correspondante. Bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions sur le dossier de Clessé? Non. Alors, je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Ensuite, rapport numéro 11, mise à disposition d'un terrain par la commune de Tournu pour la création d'une aire de glisse. Je passe la parole à Julien Paramon. Oui, donc il s'agit de permettre à la communauté de communes de réaliser les travaux sur une parcelle communale de la ville de Tournu, section AK numéro 110. Et comme pour l'ancien skatepark, cette nouvelle aire de glisse se remplace, nous devons donc encadrer la mise à disposition par la ville de Tournu de cette parcelle pour le compte de la communauté de communes et les engagements des parties respectives, qui sont en l'occurrence assez limités et assez simples. Donc il vous est proposé de permettre au président de signer cette simple convention de mise à disposition.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez la convention qui est annexée. Pas de questions. Je vous propose de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. Le rapport numéro 12, il s'agit d'une demande de subvention au département pour le classement des archives intercommunales. Les archives du centre de gestion, le service archives du centre de gestion est déjà intervenu en 2006 pour le classement des archives de la communauté de communes Mâconnais-Val de Saône et en 2016 pour le classement des archives de la CCMT. Les espaces de stockage du local archive de notre communauté de communes est saturé. Il est proposé de faire à nouveau appel au service archives du centre de gestion pour donc prendre en charge ces archives et obtenir la réduction de leur volume. Le coût maximal de cette intervention s'élèvera à 8 750 € TTC. Cette intervention comprend la mise à disposition d'une archiviste qualifiée durant 25 jours. La prestation consistera en l'élimination, la cotation, le tri, le classement, l'inventaire, la reprise de l'inventaire et le conditionnement des archives, ainsi que l'information au personnel. Cette intervention serait prévue pour le second semestre 2021. Le département de Saône-et-Loire apporte un soutien financier pour les opérations d'archivage. C'est un soutien financier qui est assez important puisqu'il s'élève à 80% du coût global, c'est-à-dire 80% des 8 750 € que cela représente. Donc il vous est proposé de m'autoriser à solliciter cette aide financière. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette demande de subvention? Non. Je vous propose de passer au vote, donc. Qui vote contre? Qui s'abstient? Bien, c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, mise en œuvre de l'extension des consignes de tri à tous les emballages. Donc là, c'est en rapport donc, avec le centre de tri qui est prévu à Torcy. Je laisse notre représentant au SMET nous lire ce rapport. Jean-Pierre Charlier. Oui, la mise en œuvre de l'extension des consignes de tri, tous les emballages plastiques et adhésion à la démarche territoriale pilotée par le SMET 71 pour la création d'un centre de tri intégrant l'extension de nouvelles consignes de tri. Donc aujourd'hui, au niveau de la CCMT par flux distinct, donc nous avons les journaux, les magazines, les emballages qui comprennent les emballages en carton, en aluminium, en acier et en plastique. Donc il y a une réglementation là, depuis le 31 décembre 2022. Au plus tard donc, de cette date, toutes les collectivités devront passer à l'extension des consignes de tri. Ce qui implique de collecter, en plus de ce qui est énuméré, les films étirables en plastique, ainsi que les emballages plastiques complexes comme les pots de yaourt, les pots de crème, les emballages de margarine, etc. Donc la conséquence, cela implique de disposer d'un centre de tri équipé techniquement pour ce procès de tri. Or, en Saône-et-Loire, où il existe 4 centres de tri, aucun n'est à ce jour adapté pour ce process de tri. Il existe un centre de tri adapté à Lons-le-Saunier, mais il est saturé. Il y en a un autre aussi à Rieux-la-Pape, mais aussi dans le même cas. Compte tenu de cette situation, de la problématique posée par le SMET a réalisé une étude et propose une solution commune pour l'ensemble de ces collectivités adhérentes en proposant de coordonner et de participer à la transformation du tri de la CUCN. Par contre, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que il y a sur les 9, parce qu'on est 9 communautés de communes au SMET, donc il y en a 2 qui font l'extension de tri sur les 9 pour l'instant. Donc il y en a 7 où il faudra trouver une solution et le SMET est tout à fait d'accord pour gérer cela.
selon l'étude réalisée. Donc on verra comment ça va se passer. Et quant au coût du transport qui pourrait être mutualisé et au coût de tri et conditionnement, la dépense est estimée à 275 € hors taxe la tonne. Sachant que l'ensemble de cette prestation pour l'ensemble du territoire génère une dépense moyenne en ce moment de 350 € hors taxe la tonne. Donc il y a un avantage de cette proposition, c'est la mutualisation entre les collectivités publiques, la solution de proximité, donc la maîtrise de l'empreinte environnementale à l'échelle des collectivités adhérentes, puisque le site retenu paraissera entre des Tomanges. Pas d'autres solutions que celle-ci pour l'instant. On est aussi tributaire de la fluctuation des coûts au gré des marchés publics réalisés. Donc voilà, en gros, c'est... vous avez aussi sur le rapport un peu plus de renseignements. Bien, merci Jean-Pierre. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions sur l'extension des consignes de tri, qui sera, je vous le rappelle, obligatoirement donc en exercice au 1er janvier 2023. Donc, comme l'a dit Jean-Pierre, la solution qui est envisagée, qui est commencée donc, par le SMET, c'est ce nouveau centre d'intégration des déchets plastiques sur Torcy. Il ne sera pas prêt au 1er janvier 2023. Donc pour l'instant, le SMET réfléchit pour l'ensemble des 7 communes collectivités, communautés de communes qui n'ont pas encore donc, mis en place et qui n'ont pas de solution pour ce traitement de ces déchets, de leur trouver une solution intérimaire en attendant que ce centre soit opérationnel. Aujourd'hui, il est demandé au Conseil de se prononcer sur l'adhésion à la démarche territoriale pilotée par le SMET 71 pour la création d'un centre de tri à Torcy intégrant l'extension des nouvelles consignes de tri. Autoriser le SMET à déposer un dossier de cohérence territoriale dans le cadre des appels à projets CITEO APP4. Mettre en œuvre l'extension des consignes de tri sur l'ensemble du territoire communautaire au plus tard le 31 décembre 2022, dans le cadre d'une solution transitoire. Apporter dès la mise en service du centre de tri l'ensemble des tonnages de collecte sélective, emballage plus papier pour les collectes en mélange du territoire. Répondre à la phase 5 de l'appel à projet CITEO. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. Ensuite, modalité PSMV. Non. Attention. Rapport annuel de la piscine, pardon. Piscine, c'est Julien. Bien, donc, comme chaque année, il vous est présenté le rapport annuel d'exploitation de la piscine intercommunale. Je ne vais pas en faire une lecture complète, mais balayer les principaux points. On vous est rappelé en introduction la description générale de l'équipement. Les membres de la commission tourisme qui ont pu se libérer sont allés visiter il y a une dizaine de jours cet équipement. Pour certains pour le découvrir et pour d'autres le redécouvrir. De l'avis de tout le monde, c'est un bel équipement, mais qui montre déjà des premiers éléments de fragilité. Quand on parlait des investissements récurrents, la piscine va faire partie de ces éléments qu'il faudra suivre de près dans les années qui viennent sur un certain nombre de points, mais globalement, il répond aux attentes du public avec le fonctionnement actuel. Donc l'année 2020, c'est bien évidemment principalement le contexte et la gestion du contexte du Covid-19 qui a dans un premier temps posé la question de l'ouverture de la piscine et puis en fonction des décrets du mois de mai nous a
incité à proposer en juin 2020 à ce qu'on puisse, malgré tout, et toutes les communautés de communes ne l'ont pas fait, hein, c'est à noter, d'ouvrir l'espace aquatique pour la saison. Alors évidemment, il y a un certain nombre de dispositions particulières qui ont été prises pour s'organiser en fonction du contexte. On n'a pas ouvert tout le mois de juin comme on l'avait imaginé dans un premier temps, puisqu'on n'avait pas le temps de s'organiser, et puis les cycles d'apprentissage de la natation scolaire ont été purement et simplement supprimés. Donc on a décidé de ne pas ouvrir au public hors scolaire non plus, pour ne pas mobiliser du personnel pour si peu de temps. Donc elle a été finalement ouverte du 4 juillet au 31 août, hein, sur une période d'un petit peu moins de 2 mois. On a aussi réduit sur cette période-là, vous le voyez dans le tableau, les horaires d'ouverture, hein, puisque la session du matin des nageurs de 11h à midi a été supprimée, on a démarré de 12h à 19h. La cafétéria a été logiquement fermée pour les raisons que vous comprenez. Et puis on a dû limiter la capacité d'accueil globale maximum à 250 personnes pour tenir compte justement du maximum de baigneurs autorisés par mètre carré de plan d'eau. Il y a tout un protocole qui a été mis en place par les services de la communauté de communes pour justement répondre aux enjeux sanitaires. La crainte qu'on avait, c'était évidemment qu'un cluster débute à cet endroit. Donc il y a des choses assez strictes et bien respectées qui ont été mises en œuvre, mais qui ont nécessité des moyens humains importants, en tout cas les mêmes que ceux en ouverture habituelle, pour pouvoir faire fonctionner l'équipement. Plan de circulation dans les locaux, accessibilité aux équipements, les bassins accessibles, mais avec des présence de lignes d'eau pour réguler les flux, et puis des moyens aussi de sauvetage et d'intervention de secours à victimes qui ont été un petit peu complétés. Je vous ai mis dans la deuxième partie donc le bilan quantitatif avec ses modalités d'accueil. Globalement, on a fonctionné avec le même nombre d'agents qu'habituellement, mais sur une période plus courte, puisque l'agent qui était en général affecté à la cafétéria, il y a eu un transfert pour être à la gestion des vestiaires et notamment au respect des gestes barrières et des sens de circulation, notamment avec les enfants, hein, dont il fallait évidemment contrôler la pratique et le respect d'un certain nombre de règles. Donc voilà, l'organisation humaine vous est rappelée dans le document, et puis la répartition du personnel technique à la surveillance des bassins et du personnel technique spécifique sur les différents mois d'activité finalement de la piscine, dont on voit qu'ils vont un petit peu au-delà de la seule période d'ouverture. On vous rappelle également les conditions tarifaires qu'on avait votées, avec un petit rappel des évolutions qui avaient eu lieu entre 2018 et 2019. Et vous ai également présenté du coup l'évolution du nombre d'entrées, avec évidemment la particularité pour l'année 2020 de ne pas avoir une période suffisamment longue. Donc on a malheureusement, mais assez logiquement, une baisse de la fréquentation malgré une météo qui était plutôt correcte, parce qu'évidemment la piscine était ouverte et elle a connu quand même une fréquentation significative avec 7759 entrées. Il y a évidemment un certain nombre de personnes, vu le contexte, qui ont évité la fréquentation de ce type d'équipement et qui, on l'espère, pourront revenir dès que les conditions seront de nouveau satisfaisantes. Les accueils gratuits étaient les mêmes, mais évidemment, ils ont été beaucoup moins nombreux que les années précédentes. Et donc, du coup, on a une baisse significative de la fréquentation. Vous voyez répartie l'évolution des entrées de 2011 à 2020, hein, puisque sur 2020, je le disais, un peu moins de 7800 entrées. Nous étions à 12 900 en 2019 et nous étions sur une année quasi record à 16 633 en 2018. Donc on a une baisse d'un gros tiers et d'une moitié par rapport à l'année 2018 qui était une année de référence. Vous est présenté du coup le bilan financier également du fonctionnement. Donc évidemment avec une baisse, je parlais d'une diminution majeure de la fréquentation, une baisse de 44% des recettes entre 2019 et 2020, soit un déficit de 24 665 entrées pour cette seule partie recettes. Évidemment, on a été moins ouvert, donc forcément moins de monde est venu, et puis une réticence par rapport au contexte Covid qu'on pouvait comprendre et dont on pouvait penser qu'elle arriverait. Je vous ai rappelé également la répartition des grandes dépenses de fonctionnement de l'équipement. Une piscine, ça coûte de toute façon. On est sur quelque chose qui, quelle que soit la durée de l'ouverture, est un équipement lourd à assumer.
Et puis, il y a un chiffre que vous avez peut-être remarqué, la ligne 14, sur une augmentation importante des frais, qui sont notamment liées à des interventions sur les pompes de relevage, des interventions techniques un petit peu plus importantes que les années précédentes, et qui vous sont détaillées, si je ne dis pas de bêtises, sur la dernière page pour les dépenses 14, voilà, avec une prestation spécifique de taille de haie et l'entretien décennal de l'ensemble du poste de relevage des eaux usées pour 4 628 €, donc c'est pas chaque année, mais ça explique cette année l'augmentation de cette ligne. Donc vous avez ensuite, et en synthèse, le bilan global, avec les dépenses de fonctionnement de l'équipement, les recettes de fonctionnement, et donc on voit qu'aujourd'hui, on arrive à une situation sur une année exceptionnelle en termes de fréquentation à 117 956 € de déficit de fonctionnement, qui, à titre de comparaison, était à 110 000 € l'année précédente et à 100 000 € l'année de référence 2018 où on avait une forte fréquentation. Donc voilà, malgré un mauvais contexte, on est toujours de toute façon dans ce coût global annuel de la piscine en termes de déficit de fonctionnement qui se situe dans une fourchette entre 100 et 120 000 €, je serais tenté de dire, quelle que soit la fréquentation de la piscine. Voilà, si vous avez des questions sur ce rapport, je suis à votre disposition. Et le prochain rapport sera sur la proposition de fonctionnement sur la saison 2021. Qu'est-ce qui explique l'augmentation de l'eau? Parce que on est sur 2 mois, il y a eu une augmentation de l'eau de 26%. Moi, je peux répondre aussi. En fait, il y a des fuites qui ont été constatées sur une augmentation importante de la consommation. Et donc, du coup, la recherche, ils y étaient, je crois, la semaine dernière encore. Il y a une société qui est venue parce qu'on a clairement des fuites qui sont apparues et qui expliquent l'augmentation de la consommation. Ce n'est pas lié à l'activité normale de la piscine. Il n'y a pas eu de remplissage supplémentaire ou d'action particulière. Donc, je crois que la fuite a été trouvée. Parce que c'est très inquiétant en général quand on a des fuites, parce que c'est compliqué de trouver l'origine. Et donc, on va devoir normalement intervenir pour limiter justement cette consommation. Oui, là j'ai des informations récentes. Donc, les fuites ont effectivement été trouvées, ce qui est rassurant. C'est la première bonne nouvelle rassurante. La deuxième, c'est qu'elle se situe au niveau de bus d'arrivée d'eau et que les réparations seront relativement faciles et peu coûteuses. Il suffira de les chemiser en mettant des chaussettes. Voilà, et ça permettra une étanchéité à un coût moindre s'il fallait refaire un bassin. Parce que c'est quand même impressionnant, on a 1 mètre d'eau par entrée. Ouais, les fuites, ça va très très vite. Les fuites. C'est même autrement. Il y a 2 années, on a 17 000, bon, là, on passe à 21. Et 21 000 pour 22 000 entrées. Oui, si on fait une proportion au nombre d'entrées, les entrées ayant diminué, les consommations d'eau ayant augmenté avec cette fuite, c'est vrai que le rapport est défavorable. Quelle que soit la fréquentation, de toute façon, le renouvellement d'eau qu'on doit apporter à chacun des bassins est le même. Donc là, on est très contraint par, pour le coup, les normes d'hygiène qui font qu'on est obligé de régulièrement renouveler. Par contre, les fuites, on n'est pas censé les subir. On devrait améliorer les choses, d'autant que les interventions techniques apparaissent plus simples qu'on aurait pu le croire et le craindre. Ce rapport n'est pas à voter, c'était juste pour information. Donc par contre, le prochain rapport doit faire l'objet d'un vote puisqu'il s'agit de préparer le fonctionnement de l'espace aquatique intercommunal pour la saison 2021. Alors quelle saison 2021 on verra. Comme l'année dernière, finalement, on a pris une décision a posteriori et après le vote de ce premier rapport, on va évidemment tenir compte du contexte des semaines qui viennent pour, le cas échéant, prendre un certain nombre de décisions. On a quand même essayé de tenir compte un petit peu de l'expérience. Ce rapport a été discuté aussi sur les points principaux lors de la dernière commission tourisme-sport. Donc sur la période d'ouverture, il est proposé d'espérer ouvrir
du 31 mai au 31 août 2021, c'est-à-dire de redémarrer un fonctionnement normal puisque c'est un équipement de plein air. Apparemment, l'Éducation nationale est partie pour proposer des cycles, donc on s'est mis en capacité de pouvoir répondre à cette demande. Bon, voilà, vous avez compris que j'utilisais le conditionnel sur un certain nombre de points. Sur l'accueil du public, par contre, on a décidé de garder, par rapport à l'année dernière, un fonctionnement 12h-19h, c'est-à-dire de réduire la période d'ouverture le matin, de ne pas ouvrir à 11h, parce qu'on se dit aussi qu'on risque quand même d'être sur un phénomène un petit peu de crainte toujours d'une fréquentation des bâtiments publics, des vestiaires, etc. Donc la proposition est de garder les mêmes jours habituels pour l'accueil du public sur la période du mois de juin, de 12h à 19h, les mercredis, samedis, dimanches. De retrouver un fonctionnement à la semaine du 7 juillet au 31 août, mais là aussi de garder le 12h, 19h et donc de supprimer la tranche 11h, 12h pour répartir le temps des agents sur une organisation un petit peu différente. Donc, c'est le premier élément sur lequel vous avez à vous positionner ce soir, sur la validation de cette proposition de période d'ouverture et d'accueil éventuel des scolaires et des horaires d'ouverture qui seraient proposés au public. On a eu l'année dernière quelques remarques des nageurs de 11 heures, mais bon, on considère que ça ne nécessite pas de revenir sur cette décision qui avait été prise l'année dernière et de garder ce même fonctionnement, on va dire, contraint par le contexte Covid. Sur cette proposition, qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Concernant les tarifs, et après discussion en commission sport, on a considéré là aussi, compte tenu du contexte, de maintenir les tarifs tels que pratiqués l'année précédente, donc en l'occurrence 3,80 € pour les adultes, 3 € pour les enfants, 35 € l'abonnement adulte de 10 entrées et 22 € l'abonnement enfant de 22 € l'abonnement enfant pour les 10 entrées également. Donc, de la même manière, il appartient au conseil communautaire de se prononcer sur les tarifs. Qui vote contre ces tarifs? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Sur les modalités de l'accueil gratuit, il n'y a aucun changement par rapport aux suggestions des années précédentes. Il est proposé donc d'accueillir gratuitement les sapeurs-pompiers ou gendarmes de l'intercommunalité pour leur séance d'entraînement, les enfants des centres de loisirs de l'intercommunalité et les scolaires de l'intercommunalité à hauteur d'1 à 2 séances par semaine et dans la limite de nos capacités d'accueil et les possibilités d'organisation de la surveillance et de l'animation pédagogique. Et, point complémentaire, il est également proposé cet accueil gratuit à l'EPMS Paul Cézanne à Tournai. Je fais un tout petit complément. On continue la réflexion sur le développement du savoir nager dans l'ensemble des établissements scolaires de la communauté de communes. Donc il y a des temps d'échanges complémentaires qui vont être réalisés avec les communes pour vraiment faire, au titre de ce mandat, un travail approfondi et le plus global possible, pour que tous les enfants au collège aient appris à nager dans les structures de l'intercommunalité ou dans le cadre de partenariat pour qu'on soit vraiment à la hauteur des enjeux de sécurité sur ce sujet-là. On aura l'occasion d'en reparler avec chacune des communes qui ont des classes sur cette tranche d'âge. Sur cet accueil gratuit, il vous est également proposé de vous prononcer sur les modalités de gratuité accordées. Qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Fonctionnement de la cafétéria, on vous propose de la fermer pour la saison 2021 et il vous appartient de vous prononcer à ce sujet. Nous allons faire donc l'économie du débat sur les tarifs des quiches lorraines cette année. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Recrutement du personnel, donc le nombre minimum de postes à pourvoir et les diplômes du personnel doivent évidemment être conformes au plan d'organisation de la surveillance et des secours et au respect de la réglementation. Donc compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus, le tableau proposé ci-dessous recense les différents emplois nécessaires. Donc vous avez la répartition par catégorie de personnel sur le mois de juin, sur le mois de juillet et sur le mois d'août. Vous avez également rappelé la nécessité de bénéficier du personnel technique pour caisse,
vestiaires et ménages sur la période de juin, de juillet et août, ramenés sur les 7 jours de la semaine. Ce n'est pas des personnes qui sont en présentiel en même temps sur le site, mais comme on est ouvert tous les jours et sur une plage horaire importante, il nous faut du monde. Également sur l'entretien des bassins, des plages et des pelouses, il faut rappeler qu'au mois de juin, c'est assuré par le personnel technique de la CCMT, mais que c'est délégué sur le mois de juillet et le mois d'août. Il vous est rappelé un certain nombre de principes sur le fonctionnement, la présence des agents sur le site pendant les heures d'ouverture, et puis également l'organisation chaque année des cours individuels de natation. Donc il vous est également invité, à vous prononcer sur ces éléments. Si vous n'avez pas de questions, on passe au vote. Donc qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Julien pour cette présentation. Eh bien écoutez, il nous reste 3 rapports ce soir qui concernent l'économie. Donc Patrick Desroches va détailler ce rapport. Donc pour le premier rapport, il s'agit de vendre un terrain, de parcelle de terrain pour d'activités des garages. La question qui donc l'entreprise IU, c'est une entreprise paysagiste qui a 2 personnes en activité. Ce qu'ils souhaitent faire sur ce terrain de 1703 m², c'est construire un bâtiment de 300 m². Donc aujourd'hui, il est installé sur durée. Et juste une précision, les 1730 à 14 euros, ça fait 23 842, je pense qu'il y a une erreur dans le rapport, c'est pas 25 donc oui, l'entreprise est en place sur la durée, elle est sur la durée. La parcelle est à côté du bac de rétention. Vous avez des questions par rapport à ce problème? Donc je propose de mettre au vote, parce que je vous donner l'autorisation de vendre le terrain à 14 703 et avec 14 euros pour la somme de 23 842. Qui est contre? Donc le rapport 17. Donc le rapport 17, toujours une vente de terrain. Cette fois-ci, une vente de terrain à la société vente à la propriété.com. Donc c'est un site de vin, c'est une société qui exploite un site de vin de vente en ligne de vin spiritueux. Donc ils sont environ aujourd'hui une vingtaine de personnes sur un site de 20 ans. Donc c'est essentiellement un site logistique. C'est important de préciser qu'ils ne vendront pas directement, c'est un site en ligne. Donc aujourd'hui, ils s'approvisionnent et trouvent le propriétaire récoltant et ils font la distribution à partir du site qui se met en place sur la rue de l'Écarlage. Dans un premier temps, il y a entre 20 et 30 personnes. Donc, je rappelle que c'est logistique. Donc des préparateurs de commandes, jusqu'à l'administration des ventes et les préparations des distributions. Ensuite, ils souhaitent ramener toute la partie administrative. Donc, ce qui fait que sur le site, il sera environ de 40 à 50. Les bâtiments sont environ 4 000 m². La surface exacte des 5 lots que nous leur offrons à disposition est de 9 659 m². Multiplié par 14, ça fait quoi? 235 000 ou 135 000 dans la vie. C'est facile, les 800 euros. Donc, sur cette société, aujourd'hui, elle installe à Napo, elle est installée aussi à Reims et à Bordeaux. Aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, c'est que ça apporte aussi une diversification dans les offres d'emploi. Aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire, on a essentiellement des offres industrielles qui donnent et des offres dans le domaine logistique, on en a très peu. C'est vrai que 40 à 50 personnes qui nagent par deux. Et en fait, ils souhaitent aussi démarrer leur activité au point de 2022.
Il y a route soit et Nordique dans la live. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette activité? Vous avez eu l'occasion de débattre en commission de développement économique. Vous avez apporté Christophe sur c'est le groupement Rio qui est derrière, vous pouvez passer par le groupement Rio. Je propose de le mettre au vote. Donc, qui est pour proposer à Christophe d'autoriser Christophe à lancer par tête. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, le dernier rapport concerne le Fonds régional du territoire. Donc, je rappelle que nous étions réunis une première fois en mars. Nous avions accordé 37 357 € sur le dossier. Le deuxième comité de pilotage, donc nous avions 10 entreprises qui avaient postulé. Nous avons demandé que 3 dossiers ont été déposés de demande de précision. C'est moi qui vous ai avancé aussi personnellement, vous allez avoir les éléments qui étaient clairs. Les 2 dossiers n'étaient pas éliminés. Par contre, 5 entreprises que vous avez sur le rapport, donc on peut faire possible. Donc pour un montant de Merci Patrick. Donc, les rapports sont terminés. Avant de clôturer le conseil, je voudrais vous apporter une ou deux informations et passer aux questions diverses. Les tablettes ont été commandées, on attend leur livraison. Bon, je pense que les fournitures, les livraisons de matériel informatique prennent un peu de temps, j'en suis désolé, je vois que certains suivent sur leur téléphone, ça ne doit pas être très pratique. J'ai omis de vous donner la liste des dépenses supérieures à 4 000 € hors taxe en début de conseil, donc je m'en acquitte maintenant. Alors, une dépense à Bernard Trucks Bourgogne pour la réparation de la benne ordure ménagère au service de collecte pour 5 238 €. La pose de réservoir de WC sur l'aire d'accueil des gens du voyage à la société Genex pour 5 742 €. La prestation pour l'accompagnement et l'animation de l'espace coworking à Ecogite Action pour 6 250 €. La climatisation de l'atelier 7 de la Pépite pour 9 677 € à la société Genevois. L'eau de la piscine pour le deuxième semestre 2020, 9 823 € de société Suez. Et enfin, à la société DS Métallerie, l'abri à palette pour la déchetterie Péronne pour 12 245 €. Dans les questions diverses, quelques informations qui vont concerner le massif Sud-Bourgogne, les petits équipements sportifs, donc Julien Parama qui va nous donner ces informations, et ensuite sur le Vaxibus, et c'est Guy Gaïa qui nous informera. Oui, deux petites informations à destination donc, des communes. Vous allez recevoir très prochainement une carte de votre commune avec les projets de tracé des nouveaux sentiers du massif Sud-Bourgogne. Alors, nouveau ou pas nouveau, parce que dans certains cas, on va réutiliser les parcours qui étaient déjà existants chez vous, puis il y a des petites variantes qui auront été proposées.
Ce qui est important, c'est de bien regarder que ça pose aujourd'hui pas de problème. Normalement, on en a pris l'assurance préalablement, mais c'est bien d'avoir le retour des communes là-dessus. Et surtout de pouvoir, en retour, nous désigner un référent randonnée à l'échelle de votre commune, qui soit un petit peu l'interlocuteur permanent. Alors ça peut être le maire, un membre du conseil municipal, un bénévole très investi, qui puisse être un peu une vigie du suivi du réseau de chemin sur le terrain, parce que même si on a des agents qui passent régulièrement, vous êtes au plus près des chemins, et c'est important de pouvoir travailler ce sujet-là avec vous. Donc dans les jours qui viennent, vous recevrez vos cartes. On vous demandera de pouvoir nous faire un retour sur ce point-là. La deuxième information, c'est qu'on a été sollicité par plusieurs communes pour envisager le développement de nouveaux petits équipements sportifs communautaires, aires de jeu, balançoires, portiques, city-stade pour certains. Et comme on n'avait pas de réflexion sur quelle stratégie d'aménagement à l'échelle du territoire au sein de l'ensemble des communes, et que c'est très disparate d'une commune à l'autre, plutôt que de répondre au cas par cas, on va vous adresser là aussi un courrier à chacune d'entre vous pour dire est-ce qu'aujourd'hui les équipements que vous avez déjà sont en bon état, même si on fait du suivi, est-ce que ça répond aux besoins de vos administrés, notamment des enfants, est-ce que vous avez des projets ou des demandes ou des besoins complémentaires pour qu'on puisse avoir une vision d'ensemble de toutes les attentes avant de commencer à éventuellement faire des réponses, puis de se dire aussi dans quoi on s'engage en termes d'enveloppe financière. On en revient souvent et toujours à ces questions-là. On ne peut pas se permettre de répondre comme ça à celui qui frappe à la porte ou qui crie le plus fort. Donc, une démarche globale pour avoir une vision la plus complète possible de l'état des besoins, puis on aura l'occasion d'en rediscuter en commission sport, loisirs, tourisme, avant de revenir éventuellement vers vous en conseil communautaire pour proposer un schéma d'aménagement dans ce domaine. Voilà. Donc, 2 courriers qui vont vous arriver assez rapidement sur ces 2 sujets. Merci. Guy, tu as un micro là, près de toi. C'est bon, là, Oui. Oui, fin de semaine dernière, j'ai reçu un message du département qui m'avait choisi, enfin, qui a choisi la commune de Luny pour recevoir un vaccibus. Donc, le 29 avril, la première injection qui va se faire à 16 h et la deuxième sera faite le 27 mai. Cette commission de répertorier toutes les personnes de plus de 70 ans dans la commune, et en priorité celles qui ont un peu de mal à se déplacer. Et en plus de l'UNI, ils m'ont demandé de s'occuper aussi d'une vingtaine de communes. Vous avez tous reçu pour vous-même, là. Montblé, Uchizy, Chardonnay, etc. Je ne demande plus de choses, c'est de me répondre quand même assez vite. Parce que moi, de toute façon, il va falloir faire un planning. On leur donne les horaires pour les rappeler après. C'est la somme de mon père. Donc, on a fait l'UNI qui avait été pris. Qui avait été décidé pour rassembler des choses. Le 29 avril, le maxibus sera derrière la mairie de l'UNI. Donc le bus passe dans les communes. Non, il passe pas, il reste à l'UNI. Ah, les gens vont. Et chaque commune se charge d'appeler les personnes. D'accord, c'est les communes qui amènent, d'accord. Oui, oui, oui. Voilà. Donc on demande d'aller assez vite parce que moi, je peux demander En plus, c'est que les élus après se chargent de les emmener. D'accord. Moi aussi, je pensais que le bus allait faire. Bah oui. Il reste sur place. Et comment ils conservent le... C'est du Pfizer? Comment ils le conservent alors? Ah ben, il faut dans le... Parce qu'à 80 degrés, moins 80. Il faut vite vacciner. Il ne faut pas perdre de temps. Ah, d'accord. D'accord. Ce sera des rendez-vous par multiple de 7 sur nos températures d'eau. D'accord. D'accord. Donc pour le 29 avril, je dois récupérer 60 personnes, plus 10 que je laisse de côté au cas des désistements. D'accord. Donc s'il vous plaît, répondez-moi vite, mes collègues. Très bien, merci. Donc je pense qu'il y aura d'autres communes que je...
Bien, merci. Cette séance est terminée. Je vous rappelle les dates du prochain bureau. Ce sera le 6 mai et le prochain conseil communautaire le 20 mai. Pardon. Bonne soirée à tous. Je suis désolée, il n'y a pas de trop. Hein.